Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'organisation et pour l'invitation. C'est super de passer après Jérôme parce qu'il a déjà présenté plein de choses, donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites et plutôt compléter certains points, notamment en ce qui concerne le développement d'indices écoacoustiques contrastifs pour l'analyse large scale de paysages sonores et leur caractérisation, donc avec des techniques d'inférence contrastive. Donc moi je m'appelle Yann Teito, j'ai travaillé du coup au Muséum d'histoire naturelle l'année dernière pour mon postdoc et maintenant je suis maître de conférence à l'université de Lille, mais le domaine de l'écoacoustique m'intéresse toujours et je parlerai à la fin de pourquoi peut s'intégrer bien dans mes recherches et donc on aura sûrement matière à collaborer, en tout cas je l'espère. Donc ce travail, il a fait intervenir beaucoup de gens, donc évidemment Jérôme et Sylvain, mais aussi Lorenzo qui a travaillé en stage avec nous pour notamment préparer des bases de données et des vérités terrain, Ludovic pour la caractérisation de paysages sonores, et André et Patricia qui sont intégrés dans le projet ANR dans lequel toute cette étude s'intègre. Donc justement, une introduction très rapide. Tout ceci a été financé par le projet ANR Earscape, dont le but global est d'étudier la sensibilité auditive chez l'homme, en intégrant du coup les aspects des paysages acoustiques urbains et ruraux. Et donc pour cela, on a besoin évidemment d'avoir des outils pour pouvoir caractériser ces paysages sonores en complément de ceux que Jérôme a présentés auparavant. Donc cette étude-là, elle s'intègre complètement dans le Passive Acoustic Monitoring ou le suivi acoustique passif, avec le but de faire du suivi très long terme de Soundscape et de suivi et de suivi de ces paysages sonores. Donc ça peut être du suivi de biodiversité, du suivi de cartographie sonore, etc. Et on se base exclusivement dans cette étude sur de l'enregistrement sur le terrain. Donc on va poser des micros, que ce soit dans des paysages ruraux ou dans des paysages un peu moins ruraux, et on va collecter ces données continuellement. Et une fois qu'on les a, donc quand on a fait beaucoup de données, on cherche à les analyser afin de caractériser ce qui se passe sur ces différents sites qu'on a à disposition. Et donc pour faire ça, comme Jérôme l'a expliqué, on utilise traditionnellement des indices acoustiques qui permettent une analyse automatique et en fait de résumer une très grande collection de données, donc soit des sons bruts, soit des représentations spectrales, comme des spectrogrammes, en un jeu beaucoup plus réduit de valeurs, donc que sont ces indices. Donc une seule valeur ou uniquement quelques valeurs avec chacune un intérêt précis et caractérisant tel ou tel aspect du paysage sonore. Donc, cette étude, on pourrait se demander, est-ce qu'on ne fait juste que développer de nouveaux indices acoustiques? Alors, à la fois oui, et en même temps, vous verrez, je l'espère, qu'ils ont un certain intérêt ils ont un certain intérêt qui justifie leur développement et leur utilisation pratique. Alors, les indices acoustiques, ils vont avoir deux buts, on peut dire, enfin, ils peuvent avoir deux finalités différentes. La première, c'est effectivement de servir d'indicateur d'abondance ou de richesse des espèces. Ça, c'est plutôt le travail que fait habituellement Sylvain, dont il parlera, j'imagine, demain. Non, pas trop, peut-être. Bon, c'est plutôt ce qui concerne le travail de Sylvain. Tandis que mon travail, c'est plutôt intégré dans l'analyse globale, la caractérisation globale, plutôt haut niveau, de ces paysages sonores. Donc ces deux approches différentes, nous on se situe dans cette caractérisation globale et pas forcément extrêmement fine. Il existe pour faire cela évidemment des stratégies computationnelles donc qui utilisent des algorithmes différents, soit qui vont se baser sur des opérations purement déterministes, donc traitement du signal ou traitement des images. Donc par exemple, là aussi, ce qui s'intègre plutôt bien dans ce que fait Sylvain au muséum. Tandis que ce travail, il utilise plutôt des méthodes d'intelligence artificielle et notamment un paradigme qui n'a pas encore été utilisé en écoacoustique, qui est le paradigme contrastif, donc l'apprentissage contrastif, que je vais vous présenter dans la suite de ma présentation. Donc comment ça va se structurer? Donc après cette introduction, je vais justement introduire les bases de cette stratégie, donc de l'apprentissage contrastif et notamment de son utilisation en écoacoustique. Ça va nécessiter une étape de calibration, donc on va devoir développer un jeu de données très précis qu'on sait intégralement caractériser. Donc ça, on a beaucoup travaillé avec ça avec notre stagiaire Lorenzo.
Une fois qu'on a réussi à calibrer notre système, on est capable de développer de nouveaux indices qui s'appellent les CEI, donc les indices acoustiques contrastifs, que l'on peut ensuite appliquer sur des vraies données qu'on a collectées. Donc ici, je vous présenterai le cas de données collectées en Équateur. Et ça sera l'occasion de conclure. Donc, on peut passer du coup sur la présentation de cette stratégie contrastive. Mais d'abord, la question est de pourquoi l'utiliser. Donc, l'utilisation première et de pourquoi je suis parti dans cette direction-là, c'était qu'il y a des limites aux approches qui sont très souvent utilisées en deep learning pour l'écoacoustique, qui vont être soit les systèmes supervisés ou non supervisés, et qui ont chacun du coup des limitations qui posaient problème lorsque je suis arrivé. Donc, les modèles supervisés, donc on a une base de données et pour chaque élément, donc pour chaque son par exemple, on va avoir une étiquette. Par exemple, dans ce son-là, il y a telle espèce. Dans ce son-là, il y a de la pluie. Enfin, va vraiment avoir pour toute la base de données une étiquette à noter pour chacun des sons. Donc ces modèles-là, même si en pratique, ils montrent de très bonnes capacités, donc de belles performances, des capacités de génération, ils ont malgré tout dans leur construction deux problèmes absolument inhérents. C'est que d'abord, il nous faut ces annotations. Et alors, selon ce que l'on cherche à caractériser, donc si par exemple on cherche vraiment à différencier des espèces d'oiseaux de manière très précise, on va avoir besoin de connaissances expertes du domaine. Et c'est un processus, la notation, comme je pense vous le savez tous beaucoup, qui prend énormément de temps. Et donc, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement rentable. Et le deuxième problème, qui là était particulièrement bloquant pour l'analyse, je trouve, des paysages sonores, c'est qu'un modèle entraîné, il est entraîné en réalité en avance sur une liste de classes prédéfinie. Et donc, un modèle, il ne peut être appliqué que sur des classes pour lesquelles il a été nourri. Donc, cela signifie que pour l'analyse de paysages sonores, toutes les classes d'intérêt devraient être choisies a priori. Donc, si vous en oubliez un, là, c'est trop tard. Il faut réentraîner un nouveau modèle en intégrant cette nouvelle classe ou cette nouvelle chose que vous voulez étudier. Donc concrètement, il y a en termes de flexibilité quelque chose de bloquant sur ces modèles-là. A l'inverse, donc à l'extrême opposé, vous avez les modèles non supervisés qui, eux, travaillent uniquement sur la donnée. Donc vous n'avez pas besoin d'annotation, vous avez seulement, typiquement ici, vos audios. Et leur but, c'est à partir de ces données brutes, donc vous donnez plein de signaux et vous attendez du modèle qu'il génère une structure, donc sous la forme de différents clusters, donc que lui-même, il soit capable de relier des matériaux sonores qui semblent similaires et qui les regroupe dans différents clusters, différentes catégories non définies. Le problème, c'est que les modèles non supervisés, c'est souvent pas très facile de comprendre les représentations qui sont apprises. Donc, non seulement l'émergence des clusters, elle n'est pas forcément triviale. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de l'entraînement d'auto-encodeurs. Et surtout, ces clusters, même si on est capable même si on sait à quels sons ils sont associés, on ne peut pas forcément les exploiter, ou en tout cas pas écologiquement. Donc, parce que sans informations complémentaires, ces clusters n'ont aucune raison de correspondre à des classes auxquelles nous on pourrait penser. C'est pas parce qu'on pense à ce qu'il pourrait y avoir un cluster oiseau que ce cluster oiseau va naturellement émerger, pas du tout. Donc en pratique, on a très souvent besoin d'aller regarder, faire une exploration ad hoc de ces clusters pour comprendre et c'est là le gros problème, leur interprétabilité. On ne sait pas vraiment ce qu'on voit dans ces clusters-là et de façon très générale dans les modèles non supervisés. Donc, au vu de ces contraintes-là, et pour la tâche dont on avait besoin pour le projet ANR Earthscape, je propose d'aller vers un autre paradigme qui est plutôt le paradigme contrastif, en se basant sur les recherches qui ont été faites par une équipe à Microsoft, notamment par Benjamin Elizalde, qui s'appelle CLAP. Donc, qui à la base est un modèle qui vient de l'image et qui a été donc CLAP et sa version pour l'audio. Donc Learning Audio Concept from Natural Language Supervision, dont je vais vous présenter comment il fonctionne. Donc c'est un modèle, on pourrait dire qu'il est supervisé. En réalité, moi je dis que c'est du semi-supervisé, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est un modèle qui a besoin de deux entrées. Donc on a toujours nos audios qui sont collectés sur le terrain, notre base de données d'enregistrement. Et CLAP, pour fonctionner, a besoin de description textuelle. Donc c'est ça qui, dans son titre, correspond à Natural Language Supervision. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une classe très précise, ça va être
telle espèce d'oiseau, ou ça va être la pluie, ou ça va, voilà, ou n'importe quoi. On attend vraiment une description, comme si, en réalité, quelqu'un écrivait un texte pour décrire ce qu'on entend dans l'audio. Donc ça pourrait être, par exemple, j'entends une voiture qui passe, ou il y a au loin un bruit de tracteur, etc., etc. Donc dans ces descriptions-là, on peut intégrer, le modèle attend le modèle accepte que l'on puisse intégrer vraiment tout type d'écriture, donc comme si vraiment un langage naturel, donc y compris des notions de distance, des notions d'intensité et potentiellement différents types de classes. Donc par exemple ici, vous avez de la météo, mais vous avez aussi des objets, vous avez aussi des lieux et des notions de distance. Donc avec tous ces jeux de données, donc pendant l'entraînement, quand on entraîne le modèle, on donne plein d'exemples de ce type. Donc on a B audio et on a pour chacun de ces audios une description. Donc encore une fois une description globale avec ces différents aspects que quiconque pourrait vouloir décrire. Et on a un premier module qui est un encodeur textuel. Donc c'est un module qui travaille uniquement sur ces textes, donc qui ont un certain nombre de caractères que j'appelle M et qui sont au nombre de B, et qui les projette, donc comme tout type de réseau de neurones, dans un espace de dimension E, qui est un paramètre quelconque. Donc on projette tous les textes qu'on a à disposition dans un espace de dimension contrôlée. On fait la même chose pour l'audio, mais avec un module différent, qui est donc un audio-encodeur, un encodeur audio, qui projette cette fois-ci toutes nos représentations temps-fréquence. Donc ça, c'était des spectrogrammes, donc on a le temps en abscisse et les fréquences en ordonnée. Et on les projette tous, en fait, dans le même espace, donc dans un espace avec la même dimension de contrôle, E, qui, encore une fois, est un paramètre du modèle, du réseau que vous designez. Et là où c'est intéressant, c'est que maintenant, grâce à ces deux projections, on a les audios et les textes qui appartiennent à un espace commun, donc dans le même espace, feature space de dimension E, ce qui permet concrètement de les manipuler. Et donc en pratique, la stratégie de CLAP est de les multiplier pour générer une matrice de similarité, donc une matrice de similarité S. Donc on est en gros sur du produit scalaire, donc on est vraiment sur une notion de norme et donc de similarité entre deux vecteurs, mais une similarité entre des audios et des descriptions textuelles. Et donc de taille B fois B, donc pour chacun de mes exemples. Donc, concrètement, pour chacun de mes exemples audio, j'ai une cohérence, une similarité par rapport à toutes les autres descriptions qui sont données. Donc non seulement sa description propre, mais aussi la description de tous les autres audios à disposition. Ce que l'on cherche à faire maintenant, quand on entraîne ce modèle, c'est à associer l'audio I avec sa description, donc avec la description numéro I. On veut que mon audio corresponde à sa description et que la description de tous les autres ne corresponde pas à cet audio-là. Donc concrètement, dans cette matrice que l'on obtient, on veut que tous les scores non diagonaux, donc tous les scores qui ne correspondent pas à mon audio, soient minimisés, donc le plus proche possible de 0. Et à l'inverse, on veut que tous les scores diagonaux, donc sur la diagonale, donc tous les scores qui correspondent à mon audio 0 avec sa description, mon dernier audio avec sa description, soient là maximaux, puisque c'est la vérité terrain qui l'impose. On sait que la description numéro I correspond à l'enregistrement numéro I. Donc en faisant ça, en fait, donc ça c'est possible avec une contrainte d'entraînement qui prendrait cette forme-là. Hein. Donc concrètement, on maximise la diagonale et on minimise et on cherche à maximiser la diagonale et minimiser tout ce qui n'est pas sur la diagonale. Et en faisant ainsi, on cherche à donner la forme à cette matrice de similarité, en fait la matrice identité. Donc idéalement, cette matrice-là n'aurait que des 1 sur la diagonale et que des 0 ailleurs. Donc en fait, elle aurait un contraste maximum, puisqu'on n'aurait que deux valeurs complètement opposées, que des 1 et des 0. C'est pour ça qu'on parle de contrastive learning. On cherche à créer une représentation avec un contraste le plus grand possible. Oui. Oui, pourquoi pas, oui. Maximiser l'écart dans notre matrice, alors qu'ils sont pourtant proches, parce qu'on risque pas du coup d'apprendre un peu trop des détails très particuliers.
c'est là où donc ça a été ce modèle-là, cette stratégie-là, elle a été employée par Microsoft et en fait c'est la richesse de des bases de données d'ailleurs qu'ils ont utilisées qui permet un peu de s'affranchir de ça. On reste toujours quand on fait des entraînements de réseaux de neurones sur des moyennes plus ou moins globales. Donc même si on a effectivement, et c'est le cas en pratique quand on enregistre le Jura pendant une journée, ça va être globalement similaire sur la matinée, ou en tout cas dans l'heure. Donc c'est pas très grave d'avoir des audios similaires et potentiellement des descriptions similaires, parce que même effectivement si en pratique la matrice de similarité ne sera pas une identité parfaite, elle rendra compte ce qui sera important, c'est vraiment de maximiser le contraste au maximum et donc d'avoir des scores beaucoup plus bas pour des descriptions qui ne matchent pas du tout et plus élevés pour des descriptions qui matchent, même si c'est pas la description que nous on a donnée. Donc en pratique, donc l'entraînement, nous, on l'a pas refait, tout simplement parce que Microsoft le fait déjà très bien et bien mieux que ce qu'on pourra faire au muséum avec un GPU ou deux. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ce système-là, utiliser ce principe. Donc ce qu'on fait de l'inférence, donc utilisation d'un modèle déjà pré-entraîné. Et là où le modèle prend tout son sens, c'est qu'en inférence, on a nos audios à caractériser, donc on a les enregistrements de terrain, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'on donne au modèle, avec un choix purement propre à nous, c'est une liste de classes, ou en tout cas une liste de catégories qu'on cherche à investiguer, donc des choses qui peuvent nous intéresser dans ces paysages sonores. Donc ça peut aller ici des descriptions plus ou moins précises, donc voilà, des noms d'espèces, ou de la foudre, ou chercher s'il y a de la voix, des voitures, etc. Quand on donne cette liste de classes, quand on donne cette liste de textes, elle passe dans le texte encodeur qui a été entraîné, donc ça, il n'y a pas de surprise, tout simplement, elles sont projetées dans l'espace défini. De même pour mon audio. Et ce que l'on a, c'est ça qui devient intéressant, c'est que pour la liste de classes qu'on a donnée en entrée, on va avoir, pour mon audio d'intérêt, pour mon audio à caractériser, un score donc de similarité ou ce qu'on peut appeler une probabilité par classe si on normalise bien. Donc en gros une correspondance pour mon audio, à quel point chacune de ces descriptions le correspond bien. Et donc naturellement, la description avec la plus grande probabilité, avec la plus grande similarité, permet de dire, avec une plus ou moins grande certitude, que dans cet audio-là, il y a en l'occurrence ici des chants d'oiseaux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du zero shot prediction. Pourquoi? Parce que dans l'utilisation, donc dans les prédictions que l'on fait, on donne des classes, on donne des textes qui n'ont jamais été vus pendant l'entraînement. C'est-à-dire l'entraînement a eu différents mots, a eu des textes écrits en anglais ou en français, ça pourrait être. Mais nous, ce que l'on donne, c'est vraiment des textes différents, plus ou moins précis, qui n'ont probablement ou pas forcément été vus durant l'entraînement du modèle. Donc c'est là où on a une très grande flexibilité qui est offerte par ces prédictions zero shoot. Donc voilà, ces classes ne sont pas prédéfinies, contrairement au modèle supervisé classique. Et en réalité, même, on pourrait dire que tout texte, tout prompt textuel pourrait être donné en entrée de clap dans son utilisation. Alors oui, on pourrait dire si c'est un mot qu'il a vraiment jamais vu, ça pourrait poser problème. Là, encore une fois, je renvoie sur les immenses bases de données sur lesquelles Microsoft a travaillé, qui couvrent tout type de sons, qui vont aller de sons urbains, de sons environnementaux, jusqu'à même de la musique. Oui. Ça dépend juste de ce qu'on a en fait. Si on normalise, donc si on génère vraiment des probabilités, donc si les similarités qu'on sort, on les normalise, là on va avoir oui, du coup du 50-50. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est juste récupérer la sortie brute. Et donc là, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la suite, c'est beaucoup plus intéressant. Les sorties brutes, effectivement, on va avoir des activations et on peut avoir une activation maximale à la fois pour la foudre, et à la fois pour la pluie, et à la fois pour chant d'oiseau. C'est ça qui est intéressant dans la suite, effectivement.
Et donc, comme je disais, on peut nourrir le système avec n'importe quelle description textuelle, et donc en particulier, par exemple, des définitions de classes beaucoup plus haut niveau, donc biophonie, géophonie, anthropophonie et technophonie, en donnant leurs définitions. Et donc là, pareil, avoir des similarités ou des scores, des scores pour chacune de ces classes-là. Donc là, oui, voilà, typiquement, on est vraiment sur des scores ici, puisque ça ne somme pas à 1. Donc on passe. Donc, avec ce système-là, donc on a cette stratégie-là pour étudier les paysages sonores, donc en définissant des classes qui seront d'intérêt pour nous. Il faut savoir si ça marche. Donc pour ça, on développe un système de calibration. Donc l'idée est que pour savoir si ça marche et si les évaluations sont bonnes, donc l'utilisation de clap sur des sons environnementaux, on a besoin de développer un dataset que l'on connaît très bien, qui est bien défini et bien contrôlé, et tout simplement appliquer clap dessus et voir si cela fonctionne. Donc c'est là où on a travaillé avec Lorenzo pour d'abord définir les descriptions textuelles que l'on va utiliser, les descriptions textuelles qui seront d'intérêt pour nous, l'analyse des composants du paysage sonore. Donc ce sont des classes qui sont faites de manière hiérarchique, hein. Donc on commence par, on les regroupe dans les très grandes 4 catégories qui sont elles-mêmes sous-divisées en plus petites sous-catégories. Et à la fin, ce qui nous intéresse, donc tous les textes qu'on donnera à CLAP en inférence, ce sont, voilà, vous allez avoir, je sais plus, bon, on a choisi plein de choses. On s'est basé sur des descriptions, je sais plus qui c'était. Maxime Cauchoir, voilà. On avait commencé par la description de classe de Maxime Cauchois qu'on a complété en fonction de nous, ce qu'on pouvait entendre dans les soundscapes qu'on avait et puis d'autres choses. Donc voilà, vous avez vraiment des composantes anthropophoniques, donc ça va être des applaudissements, ça va être de la musique, de la voix, de la parole, du chant. Vous allez avoir tout type de géophonie, donc comme disait Jérôme, ça peut être de la pluie légère, juste un écoulement, ça peut être aussi de la pluie très forte. C'est tout l'intérêt de Clap, de pouvoir jauger différents niveaux d'intensité. Et technophonie, là, tout un tas de descriptions aussi, puisque dans le projet Earthscape, on travaille beaucoup sur les paysages urbains. Donc, ce dataset de calibration, on s'est basé sur une bibliothèque en ligne et gratuite qui a été enregistrée par Joseph Sardin, Big Sound Bank. Qui permettait en fait pour la plupart des classes que nous avions choisies de récupérer jusqu'à 3 enregistrements différents, donc pour avoir un peu de diversité pour chacune des classes. Donc des audios relativement courts, hein, en moyenne 6 secondes. C'est des audios aussi vraiment. En fait, c'est l'avantage de ce site et de travailler avec Beat Sound Bank, c'est qu'on a vraiment des audios prototypiques. Donc tous les audios qu'on a choisis, donc 123 au total qui ont tous été écoutés et validés, il se passe une seule chose dedans, donc ce qui correspond vraiment à la classe à laquelle on les associe. On les a aussi normalisés donc en temps, 6 secondes pour chacun, en amplitude sur toute la base, et de sorte qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté pour un humain. Donc vous écoutez l'audio, vous reconnaissez bien que c'est du tonnerre, vous reconnaissez bien que c'est de la pluie, et comme il se passe qu'une seule chose dedans, il n'y a vraiment aucun souci. C'est ça qu'on entendait par une base bien calibrée, bien contrôlée. On applique clap dessus. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes les descriptions textuelles qui nous intéressaient. Donc on a défini avec Lorenzo. Et là, c'est tous les audios. Donc c'est tous les audios triés par ordre de ces classes-là. Par exemple, là, pour ma première classe, c'était applaudissement. Là, vous avez les 3 audios de l'applaudissement. Et puis on continue comme ça jusqu'au bout. Et donc ça, c'est vraiment la sortie de clap en inférence. Donc on voit, effectivement, c'est ce à quoi on s'attend, une diagonale qui commence à apparaître et qui est d'intérêt. Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'apprentissage contrastif. On voit que évidemment, c'est pas une diagonale parfaite, c'est pas une matrice identité parfaite. Il y a évidemment des erreurs de détection ou des ambiguïtés entre des fichiers, parfois de temps en temps. Et ce qui est intéressant, donc cette étude, donc encore une fois, c'est une étude de calibration. Donc qu'est-ce qu'on en sort? On voit que sur des audios très prototypiques, donc sur lesquels il n'y a aucune ambiguïté, ces similarités qui a priori n'étaient pas normalisées, donc elles appartiennent à R normalement, moins infini plus l'infini, on voit que ça descend jamais en dessous de moins 10 sur cette base-là, et ça ne dépasse jamais 20. Donc concrètement, nous, on garde ces valeurs-là comme des extrémums absolus. Si vous avez un 20 en similarité en sortie de clap, c'est que vous n'avez aucun doute sur le fait que cet événement est bel et bien présent dans l'audio. Voilà.
Donc ça, c'était... Voilà, puis vous avez l'organisation des différentes grandes catégories que j'avais remises. Et donc pour évaluer la reconnaissance, donc savoir si CLAP marche, tout simplement, on a fait une évaluation par accuracy, donc comme n'importe quel système de classification ferait. Donc la sortie brute est passée dans une softmax qui donc du coup normalise, ces similarités sous forme de probabilité. Donc là, on s'attendrait à avoir une diagonale parfaite, puisque comme je l'ai dit, les audios sont prototypiques, donc il y a normalement un seul événement dedans, donc pas d'ambiguïté aucune. Et on voit qu'on obtient une accuracy de 75,6%. Voilà, ce qui est, donc ça pourrait être mieux, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on n'a vraiment rien fait. On a pris un modèle qui était entraîné, on lui a donné une liste de classes, qui pour la plupart n'ont jamais été vues, et sur des paysages sonores pareils qui n'ont jamais été vus, on arrive à du 75, 60, entre 75 et 76% de reconnaissance de ces événements-là. Quand on normalise, donc même si on ne normalise pas, on se dit que les similarités brutes permettent d'investiguer, en tout cas d'étudier ce qui se passe dans ces paysages sonores. Donc c'est tout de même très intéressant. On a étudié... oui, on s'était dit que cette matrice-là, elle était potentiellement bruitée, donc qu'on pouvait peut-être la seuiller avant d'appliquer un softmax dessus. Donc on a... c'est ça, hein. Oui, c'est ça. On a essayé de voir en fait, donc en fonction, donc ça c'est notre accuracy, donc qui est maximum au départ, en fonction du seuil que l'on applique sur les similarités brutes, et on voit que en fait à partir de 5, c'est à partir d'un seuil de 5 sur les similarités que les performances commencent à dégrader. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur de similarité de 5, c'est un peu un seuil de détection. C'est à partir de là qu'on peut commencer à avoir confiance en les sorties de clap. Voilà. Donc à partir de tout ceci, ce qu'on a fait, c'est développer de nouveaux indices acoustiques qui vont être contrastifs. Donc ça, comment on a fait? Donc toujours pareil, on a nos descriptions, donc ce que j'appelle ici nos labels, ça peut être nos text prompts, vous appelez ça comme vous voulez, nos descriptions textuelles, et notre collection donc de grands nombres, on fait encore une fois de l'enregistrement continu, de N soundscapes. On applique clap dessus, on obtient notre matrice du coup d'activation, donc là on a nos classes, là on a tous nos audios. Donc là, c'est vraiment, si on imagine que ça, c'est un seul paysage sonore qui est suivi pendant un an, là, vous avez vraiment tout le paysage sonore qui est du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, par exemple. Donc vous avez vraiment le suivi sur l'année ou sur votre suivi de votre paysage sonore. Ce que l'on fait, donc moyennant les calibrations que l'on a faites sur la base prototypique précédente, c'est pour obtenir ces activations, on a pris la sortie de clap qu'on a normalisée par du coup la similarité maximale et on a appliqué le seuil de confiance qu'on avait déterminé par la petite étude précédente. Donc ça permet d'obtenir cette matrice d'activation que s'appelle A que vous avez au milieu. Maintenant qu'on a cette matrice, on sait chacune des classes à laquelle des grandes catégories elle appartient puisqu'on les a designées comme ça. Donc ce que l'on fait, c'est tout simplement que l'on peut les agréger. Donc on peut maintenant réduire cette grande matrice, donc de taille C fois N, tout simplement pour chaque audio, 4 descripteurs, donc qui vont être un descripteur, donc des courbes de suivi de biophonie, de géophonie, d'anthropophonie et de technophonie. Avec ces courbes-là, la dernière étape, c'est tout simplement on prend leur valeur médiane, donc sur l'ensemble du suivi, et on obtient les fameux CEI, donc les indices écoacoustiques, les Contrastive Ecoacoustic Indices, qui sont 4 valeurs en une en réalité, donc, et qui caractérisent bel et bien, je dis globalement, puisqu'on fait sur l'ensemble du suivi, votre paysage sonore, donc avec une valeur pour la biophonie, une valeur pour la géophonie, pour l'anthropophonie et pour la technophonie. À savoir que, bien évidemment, il y a dans la matrice d'activation et dans ces courbes-là, d'autres informations très intéressantes qu'on pourrait étudier, mais voilà, nous, on s'intéresse vraiment à ce développement d'indices-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on applique cette stratégie sur les paysages sonores équatoriens? Donc,
Donc voilà, il y a eu 10 sites qui sont, il y a 10 sites qui sont suivis dans le projet Earthscape en Équateur, donc où Sylvain était présent, qui définissent un gradient de population. Donc on va vraiment du centre-ville extrêmement dense à l'inverse, la forêt primaire protégée. Donc on a 10 sites qui couvrent un gradient assez complet. On a suivi un protocole de sampling donc, qui a pour but de suivre chacun de ces sites pendant un an, voilà, avec des paramètres assez classiques. Et ce que l'on fait, c'est on enregistre 1 minute toutes les 10 minutes, 24 heures sur 24. Et donc ce programme d'enregistrement est supervisé localement par Andrel. Pour définir donc une vérité terrain, donc on a quand même besoin de faire des évaluations sur ces dossiers-là. Lorenzo à nouveau a travaillé du coup non seulement sur, comme je vais en parler auparavant, le choix des classes, mais il a aussi sélectionné une sous-partie de tous ces enregistrements que nous avions afin de couvrir toutes les heures pour tous les sites, donc ce qui fait un peu moins de 4500 fichiers. Et il les a annotés. Donc pour chacun d'entre eux, il a, avec une interface graphique prototypique, rempli, coché les cases donc que nous avions définies. Parmi les cases que nous avions définies, celles qu'il entendait dans cet audio-là. Donc ça a défini pour notre évaluation notre vérité terrain. Voilà les résultats qu'on obtient. Donc là, on a les 10 sites. On a du coup les 4 catégories qui sont données en couleur. Et ce que l'on obtient, en ordonnée, on a les annotations manuelles, donc qui sont le nombre d'occurrences pour chacune des catégories. Hein. Donc par exemple, si vous êtes ici, concrètement, ça veut dire que pour ce site-là, vous avez donc ce site-là qui doit être Nueva Vida 1. Donc pour le site Nueva Vida 1, vous avez un peu moins de 400 événements anthropophoniques qui ont été annotés par Lorenzo. Et ce qu'on a en abscisse, ce sont les indices acoustiques, donc qui sont produits par la procédure que je vous ai présentée auparavant. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une corrélation, vraiment une très bonne corrélation entre les annotations manuelles et la définition de nos indices. Donc on est sur une corrélation de Spearman de 0,86. On a fait exactement la même étude sur des paysages sonores occitans, du coup en sud de la France. Et on a en fait des résultats extrêmement similaires avec des concordances dans exactement les mêmes ordres de grandeur sur pareil une dizaine de sites qui couvrent également un gradient donc de la forêt protégée à le centre-ville de Toulouse. Voilà une vue qui ressemble un peu plus à celle que Jérôme vous a montrée. Donc ça, c'est tous les sites organisés par gradient, par densité de gradient. Ce qu'on représente là, c'est donc les CEI qui sont sortis sur ces sites. Donc de façon très intéressante, bien entendu, on voit qu'il y a globalement une baisse de l'indicateur de biophonie, donc du CEI biophonie entre les forêts plus ou moins protégées et entre les forêts protégées et les centres-villes, et à l'inverse une augmentation du CEI anthropophonique et technophonique dans le sens inverse, avec 2-3 exceptions. Donc ici par exemple, ce micro qui je crois est placé au milieu du village, c'est ça? Voilà, donc qui est placé au milieu du village où il y a beaucoup de musique et beaucoup de gens qui parlent très fort. Mais du coup, c'est cohérent avec l'observation terrain. Et le gymnase. Donc ça, voilà, c'est une manière assez simple de voir en un seul graphe tous ces sites, ces 10 sites ça correspond à 9 mois de suivi, je crois, d'avoir une vue d'ensemble de leurs caractéristiques acoustiques. On peut aussi étudier, voilà, avec les représentations, avec les courbes que je vous montrais tout à l'heure, on peut aussi étudier les dynamiques dans le temps. Voilà, bon, ça je vais passer un petit peu, mais là vous gardez une dimension temporelle, donc ce qui vous permet aussi de voir un peu plus finement dans le temps ce qui se passe pour chacun de ces sites. Donc là, par exemple, on est vraiment en centre-ville, on voit c'est un chaos constant en technophonie, et à l'inverse, en forêt protégée, il y a très très peu, mais quand même un petit peu. Donc ça peut être des passages d'avions ou de voitures un peu loin. Voilà, donc, mais on voit un peu plus nettement comment les CEI sont construits. Puis je vous rappelle qu'on prend la valeur médiane de ces courbes
Donc ce qui est voilà, un peu, qui peut être un peu, selon l'étude qu'on fait, plus ou moins pertinent. Enfin, donc ces indices, on les calcule. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser, donc les transformer sous forme de heatmap, donc pour chacun des 4 éléments, donc biophonie, géophonie, anthropophonie et technophonie, pour là aussi les différents sites, donc grandeur anthropique qui grandit. Et donc là où on a intérêt, c'est que ces visions heatmap, elles représentent toutes les semaines de l'année et toutes les heures de la journée, donc la nuit, la journée et le soir. Donc là où c'est intéressant, c'est que visuellement, on peut voir apparaître des informations qui peuvent être d'intérêt écologique. Donc par exemple, ici et là, on est, je crois, sur du 8h, 18h ou un petit peu avant, ce qui peut ressembler donc aux chants matinaux pour les oiseaux. Et le soir, je ne sais plus. Jérôme, si tu sais, pareil. Voilà. Je ne sais plus. Et là, qu'est-ce qu'on observait, c'est que oui, aussi en centre-ville, donc à partir de 18h, il y avait une baisse, en tout cas dans la détection. Donc il y avait tellement probablement de bruit ailleurs à partir du début de soirée que la biophonie était bien moins effective. Aussi, on observe quelque chose de plus ou moins rassurant, les humains dorment la nuit, donc l'anthropophonie et la technophonie sont beaucoup moins fortes dans la nuit que dans la journée. En revanche, on voit que c'est un centre-ville extrêmement bruyant, puisqu'à partir de à peu près 6h, 7h du matin, c'est un rouge constant, donc une activité très forte pour ces composantes-là. Conclusion du coup. Donc si dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé l'apprentissage contrastif, donc en tout cas un modèle d'apprentissage contrastif, et on l'a détourné pour le développement d'indices, de nouveaux indices acoustiques qui ont plusieurs avantages, donc qui sont complètement reproductibles. Puisque là, voilà, on n'a pas besoin de rentraîner le modèle, il est déjà disponible. La stratégie, je vous l'ai présentée, c'est celle elle est complètement linéaire dans l'utilisation. Ces indices sont normés, donc ils sont entre 0 et 1, grâce à l'étape de calibration et la normalisation qu'on en a déduit. Ils sont interprétables pour les acousticiens, donc le biophonie, géophonie, etc. parlent dans le domaine écoacoustique. Ils sont calibrés au sens où ils sont comparables entre les bases de données, puisqu'à aucun moment on a fait une normalisation par rapport à une base qu'on a enregistrée sur le terrain. La normalisation, on l'a faite sur un dataset de calibration dédié à ça. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut très bien comparer des paysages sonores de Toulouse avec des paysages sonores d'Équateur avec ces CEI. Et taxon agnostique, ça, je ne sais plus ce qu'on voulait dire par ça. Taxon agnostique. Voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement. Ils sont pas. Oui, c'est ça. Et comme ils sont 4, ils sont pas focalisés sur. Ils permettent vraiment d'étudier pas un seul aspect, mais justement une étude grande échelle et globale des paysages sonores. Voilà, donc j'ai presque fini et je veux dire, puisqu'on est dans un colloque et qu'on cherche à inventer j'imagine, des collaborations futures, mon dada, moi, ça n'a plus rien à voir avec ça, mais quand même beaucoup, c'est que mon projet de recherche, il s'organise autour de la musique de jeux vidéo. Et du son plus généralement dans les jeux vidéo, ce qui fait le lien avec un peu toute ma formation. Donc, je suis opticien de base, donc beaucoup travaillé sur l'image et la vidéo. J'ai fait ma thèse à l'IRCAM sur les IA pour l'application à la musique et mon postdoc au Muséum des sciences naturelles sur les soundscapes. Et justement, dans les jeux vidéo ou en général tous les sons pour les multimédias, vous avez des sons environnementaux et donc des besoins de les designer et d'avoir des représentations de ces sons-là. Donc savoir comment les intégrer et où les composer. Aujourd'hui, les interfaces, elles sont en réalité très limitées. C'est plus des interfaces qui se basent sur la modalité visuelle, qui est omniprésente dans les jeux, mais très peu sur la modalité sonore. Donc concrètement, les sons, quels qu'ils soient, donc que ce soit les musiques, les voix ou aussi les environnements sonores, sont préparés à l'avance et simplement intégrés. Mais il n'y a pas d'étape co-créative avec une interface co-créative qui peut aider soit à designer, soit à modifier des paysages sonores dynamiquement. Là où c'est intéressant, c'est que ces CEI et en réalité tous les indices acoustiques, on peut les voir comme des représentations très haut niveau, donc qui permettent de caractériser à haut niveau les paysages sonores. Et une représentation haut niveau, dans toute interface, ça se traduit par un curseur, donc un curseur de valeur. Et un curseur de valeur, ça se modifie dynamiquement. Donc on pourrait, en tout cas je l'espère, imaginer
d'avoir dans de nouvelles interfaces qui co-créatives pour les multimédias, donc réalité virtuelle, augmentée, etc., qui intègrent les composantes sonores, des contrôles sur ces indices-là qui permettent en temps réel de modifier la biophonie, la géophonie, l'anthropophonie ou la technophonie de manière cohérente. Et quand je dis de manière cohérente, là je pense aussi au dernier papier du coup de Ellie Griffender qui, donc ça peut être assez lié à ça, hein, où il y a un système Evascape qui se base du coup sur plutôt des modèles physiques et des modèles physiques entre autres pour créer des soundscapes, donc des paysages sonores par assemblage cohérent. Donc vous allez avoir des paysages sonores qui vont être écologiquement viables. De la même manière, on pourrait avoir, avec ces indices, puisqu'ils ont une interprétation écologique, on pourrait avoir un contrôle dynamique d'environnement sonore écologiquement viable dans ce type de multimédia. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but est de faire passer les... Oui, donc une question complémentaire par rapport à ce que vous disiez. Vous disiez que l'outil est disponible. Est-ce qu'il est disponible encore au grand public, enfin pour le moment au grand public, ou pour le moment il est encore en développement en attendant de sortir une série de papier peut-être Alors, Clap, pour le coup, c'est vraiment disponible. Ça, c'est en ligne. Nous, le GitHub qui calcule vraiment intégralement les CEI intégralement, quoi. On donne juste la base de données et les textes et tout ça. C'est quasiment prêt, on va dire. Voilà, on y est presque. On y est presque. Ouais, bah, déjà, bravo pour ce travail. Je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment du chouette boulot. Et ensuite, je voulais savoir, là, tu dis que c'est taxon agnostique. À la limite, on pourrait le rendre, enfin, l'utiliser pour vraiment travailler, mettons, sur les grenouilles, les oiseaux, non? J'imagine que Clap a été entraîné de manière, comme tu dis, avec un échantillon suffisamment large pour pouvoir intégrer ça. Alors il y a 3-4, faut regarder le détail, là ça commence à remonter un peu pour moi, mais il y a en tout cas à minimum 2 bases avec des sons environnementaux et donc des grenouilles aussi dedans, puisqu'il arrive à assez bien les reconnaître. Mais oui, je pense que il a été entraîné sur tellement de choses plus ou moins générales qu'il ne faut pas compter. On voit que même sur des sons sur lesquels il n'y a aucune ambiguïté, on a une accuracy qui est à 75%. Donc il ne faut pas non plus. C'est pour ça qu'on fait en fait ces moyennes à grande échelle pour s'affranchir de ces incertitudes-là. Donc c'est bien pour une description globale. Je pense qu'il faut faire attention si on veut aller vraiment sur du extrêmement précis. Donc, par exemple sur les grenouilles ou tout type d'espèces. Mais en tout cas, pour le tester, c'est très très simple. Ça, c'est Ok. et quitte à comparer avec une vérité terrain que tu as et tu vois très rapidement s'il dit n'importe quoi ou pas. Ok. Et donc, la suite éventuellement de ma question, c'est, j'imagine que si on veut faire de l'espèce, du coup, comme tu dis, ça commence à être compliqué. Alors peut-être sur des espèces très communes comme le merle ou des choses comme ça peut être faisable. Mais alors, est-ce que pour des espèces peut-être un peu moins connues, en tout cas moins répandues dans les textes pour lesquels il a été entraîné, est-ce qu'on pourrait passer sur une description peut-être plus musicale ou plus, je me rapproche justement du coup du colloque avec musique, ou plus littéraire, dire par exemple, ben, là je cherche un son qui soit plus impulsionnel ou avec peu de répétition, des choses comme ça. Est-ce que ça pourrait par exemple aider? Je pense notamment à des bases de données, mettons dans le marin, où il y a, j'imagine, très peu d'enregistrement et très peu de description de la chose textuelle. Mais par contre, on peut avoir des environnements qui vont être très calmes, où il va y avoir un poisson qui vocalise et on connaît très bien sa vocalise, c'est une impulsion et c'est ça qu'on cherche à trouver. Est-ce que là, par contre, on pourrait utiliser du coup une description plus musicale ou littéraire de la chose pour pouvoir Du coup, faire de la détection? c'est extrêmement intéressant. Le modèle est censé pouvoir gérer ça. Ouais. Après, j'ai aucune idée de ce que ça donnerait. C'est pas du tout la direction dans laquelle je suis parti. Mais effectivement, les CLAP est censé intégrer les descriptions, donc à la fois même sur les ressentis, et Ouais. aussi du coup sur sur des descriptions qui vont être soit de volume, soit de durée, soit de type de. Donc effectivement, ouais, on n'y avait pas pensé. C'est peut être très intéressant comme approche pour détourner ce genre de problème. Par exemple, il avait
Qu'est-ce qu'ils confondent? Ils confondaient les loups et les chiens, quoi, par exemple. Ouais. Sauf quand c'était vraiment le cri caractéristique du loup, mais voilà, globalement, tu as toujours un peu ces ambiguïtés-là. D'accord. Comme sur tous les sons, ça je ne l'ai pas montré, mais sur tous les sons géophoniques, à la base, il avait beaucoup de mal à différencier le tempête de pluie très forte. Ce qui est normal aussi. Mais voilà, Même après. nous avons Voilà. du mal à le faire. Ouais. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on lui donne. Mais effectivement, si on lui donne ce type de description-là, ça peut être extrêmement intéressant à regarder. Ok, merci. Oui, merci pour cette présentation et surtout ce travail, c'est super, je ne connaissais pas du tout. C'est une question un peu connexe à celle de Jérémy que je vais te poser. En fait, il me semble que le résultat de la matrice, si on se rapproche plus ou moins le contraste, donc si on se rapproche plus ou moins de la matrice identité, ça dépend beaucoup des classes en fait, que tu vas avoir à l'entrée de ton système. Et du coup, je me demandais comment le processus pour définir le mieux possible les classes qu'on va mettre. Et tu as évoqué un moment en Équateur, je crois qu'il y avait eu un travail pour lister les classes que vous vouliez mettre. Et je me demandais, en fait, le processus pour ça, est-ce que c'est un peu essai-erreur? Vous mettez des classes, vous calculez la dissemblance, enfin le côté, enfin si vous êtes plus ou moins proche de la matrice identité, du coup vous enlevez des classes, vous ajustez, etc. Quel processus pour trouver les bonnes classes à choisir, quoi? Alors c'est exactement ça qui s'est passé. On a travaillé avec le dataset de calibration, c'était aussi son but. Donc les classes, elles n'ont pas été choisies spécifiquement pour l'Équateur. On a essayé de faire quelque chose de justement très général pour décrire le plus de paysages sonores possible. Mais évidemment, après, chacun peut rajouter de nouvelles classes au choix. La stratégie qu'on a eue, c'était justement ce dataset de calibration. C'est très facile d'évaluer dessus puisqu'on sait très précisément chaque audio à quoi il est censé correspondre. Donc on est parti sur une V0 des classes, donc tout simplement très brute avec ce dont je parlais, tempête, pluie très forte, etc. On a fait des évaluations, on a regardé la tête qu'avait cette matrice et donc là on voit il semble avoir des très très grosses confusions entre ce type de classe-là ou par exemple tous les véhicules motorisés au départ. Je ne sais plus comment on les avait décrits, mais il y avait une confusion entre ces classes-là. Donc on a cherché à raffiner. Donc on a regroupé certaines classes, on a enlevé d'autres, on a mieux expliqué pour certaines d'entre elles. On a retesté, on a réévalué, bien mieux. Donc je crois qu'on a gagné en tout, je crois qu'on a gagné 4% dans l'évaluation avec les petits raffinements qu'on a fait. Donc voilà, on a fait en plusieurs étapes de façon itérative. Je crois que la liste de classes qui est présentée là, à la fin, c'est la V3. Donc on a fait trois itérations comme ça. Ouais. Et en changeant, même des fois en changeant les mots, c'est bête, mais ouais c'était. Par exemple, je crois que. Donc, ça, c'était après cette étude-là, voilà. C'était pour les oiseaux, c'était pas bird singing, c'est bird chirping qui marche le mieux, quoi. Chirping. Voilà, ça c'est un peu les mystères après de l'entraînement. Mais on n'est jamais sûr d'avoir la liste de classes parfaite, ça on peut pas y avoir accès, on l'aura jamais, ça. On commence à prendre un petit peu de retard. Peut-être une dernière question. C'est plus une remarque, en tout cas dans un autre domaine. Moi, je travaille beaucoup pour le cinéma et notamment pour des sonothèques. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a un système qui s'appelle Universal Category System qui permet d'avoir une nomenclature commune pour trouver des catégories qui permettent justement de classer les sons. Alors, c'est bien sûr appliqué au domaine du cinéma, mais quelque part, la manière dont on va classer les sons pour ensuite créer des paysages sonores en lien avec l'image ou non, c'est hyper décrit et c'est toujours mis à jour. Bon, je me dis qu'il y a vraiment aujourd'hui peut-être un pont aussi à faire, mais plutôt de notre côté, parce qu'on a juste des milliers de sons qui sont nommés, métadatés, avec des descriptions quand même ultra précises. Et le jour où on arrivera à avoir justement l'utilisation de ces outils qui nous permettent de pré-catégoriser tous ces sons, ça va être un gain de temps de malade. Donc voilà, je dis juste qu'il y a des choses à explorer là-dedans et peut-être qu'il y a des outils qui peuvent tout à fait, se développer en parallèle. Je sais pas. Mais notamment, ces notions de classe, effectivement, on rêve tous d'avoir une description complète et unique des soundscapes. Ça me paraît compliqué. Hein. Je pense que la pratique vaut mieux sur l'usage vaut mieux sur l'universal, mais le fait d'avoir déjà des descriptions employées en cinéma et fixées, c'est très intéressant à comparer. En tout cas.
Ouais, qui sont déjà implémentés. Ouais. de description Ça, c'est comme super, Sandliner, ouais. etc. Ok. Merci. Merci beaucoup.